Vous avez apporté des papiers là. Je suis sûr qu'il y a des choses importantes là-dedans que vous souhaiteriez partager avec les téléspectateurs. Pouvez-vous les prendre et nous dire de quoi il s'agit, nous donner des brefs commentaires sur chacun des papiers que vous avez. D'accord. Donc, quand je dis donc, avant tout, je suis un philosophe analyste, je me trompe rarement dans mes analyses. Et par exemple, j'avais en 1994, on attendait que Jacques Delors soit candidat. Mais j'avais prévenu Martine Aubry que son père donc, venait sortir un livre. Il était capable de dire non. Et que même s'il était candidat, il n'avait pas vraiment les moyens de satisfaire les besoins des Français, c'est-à-dire de combattre le chômage. Donc, voilà, donc c'est des choses-là. Dire non, mais même s'il était candidat, il n'allait pas s'en sortir. Il n'allait pas réussir. Donc, il se trouve que, il m'a donné raison dans les deux cas, parce qu'il a dit que le livre qui venait de sortir, il n'a pas vu les gens qui l'ont soutenu, donc que même s'il était devenu président, il ne voyait pas avec quelle majorité gouverner. Moi, bien sûr, moi j'ai dit que le livre qui venait de sortir, donc, il attendait le sondage, il attendait l'avis des Français. J'ai dit le sondage, mais c'était pas le sondage qu'il attendait, mais les gens qui allaient soutenir sa politique. Donc, mais l'important est qu'il avait prévu Vous avez prévenu qu'il ne pourrait pas y arriver. Voilà. Vous l'avez prévenu par quoi? Par lettre ou bien? Par lettre. C'est ça, cette lettre? Voilà. C'est cette lettre-là que j'ai écrit à Martine Aubry. Okay. Et la phrase, il se trouve derrière, là où c'est en bas, donc c'est là où... Je crois qu'en tant que sa fille, vous savez parfaitement que le livre de M. Delors est une pré-candidature. Maintenant, il regarde attentivement la vie des Français dans les sondages. Il risque d'abandonner, lui aussi. Si jamais les sondages, lui, je n'arrive pas à dire ce que... si jamais les sondages le plaçaient dans une position défavorable. Et il a renoncé, comme vous aviez prévenu sa fille, le 5 décembre 1994. Voilà. Et comme dans la même phrase, dans la même lettre, troisième page, j'avais dit que si vous lisez, donc vous comprendrez que je dis qu'il n'avait pas vraiment le programme qu'il faut. Les téléspectateurs doivent savoir ce que je lis, donc c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas d'ailleurs se réjouir des erreurs de la majorité, parce qu'elles pourraient bien contribuer pour la victoire de la gauche. Mais en aucun cas, elles ne pourront ni rendre la gauche crédible, ni l'aider à résoudre l'équation imposée par le chômage. Donc là, c'est pour dire qu'il n'avait pas d'idée qu'il faut. Pour régler le problème du chômage en France, ouais. À cette époque-là, 1994, donc, l'année 95. Oui, et dans son discours, donc, je viens de me rendre compte, je viens de réécouter il y a quelques jours, qu'il dit qu'à la fin que les échecs de demain seraient pires que les déceptions d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'échec vis-à-vis du chômage, donc il n'est pas réussi le mandat, c'est pire que ne pas être candidat. Donc, voilà pourquoi il a suggéré de ne pas être candidat. Et il y a une réponse qui confirme bien que cette lettre existe, et la réponse de Martine Aubry. Martine Aubry, le 20 décembre, donc c'était 15 jours après que vous ayez écrit, Martine Aubry vous répond en tant que présidente. Présidente de quoi à l'époque? C'était une association pour aider les démunis. D'accord, elle vous répond, monsieur. J'ai bien reçu votre lettre du 5 décembre 1994 et vous remercie de vos réflexions. Votre volonté d'engagement est précieuse car il n'y aura pas de réponse efficace à la lutte contre l'exclusion sans une large mobilisation de tous. Je conserve vos coordonnées et vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes meilleurs sentiments. Signé Martine Aubry.
présidente. Sauf que la réponse qu'elle m'a donnée n'a rien à voir avec ma lettre. Parce que ma lettre, c'était une demande d'audience et qu'on parle d'autres choses. Voilà. Vous savez, les gens de gauche en France, ça parle plus que ça n'agit. Hein. Je sais de quoi je parle. Ouais. Demandez à Jack Lang s'il n'a pas souvent reçu mes lettres à son domicile. Quand je n'étais même pas encore journaliste, je n'étais pas encore à l'école, j'avais toujours des réponses type comme ça. Jamais je l'ai rencontré. Hein. C'est toujours ça, les gens de gauche. Hein. Mais ils vont me tirer dessus et si quelqu'un veut démentir, qu'ils viennent, on va en parler. Voilà. Et ensuite, comme j'ai vu que la gauche était en danger, j'ai écrit aussi au président de la République pour voir s'il m'aidait à rencontrer quelqu'un. Comme c'était lui le chef de file, le président de l'époque, François Mitterrand, oui. Comme j'avais du mal à rencontrer quelqu'un par mes propres moyens, j'ai écrit à François Mitterrand et qui n'a pas donné de bonne suite à ma démarche. Donc, ça c'est tout. Donc, attendez. Et que même dans cette lettre, je disais que même si la gauche gagnait, et une fois au pouvoir, il n'allait rien faire. Donc, et parce que la gauche, pour moi, était déjà presque finie. C'est pour cela qu'il fallait des gens qui ont des idées. Voilà. Et que... Vous attendiez à quoi François Mitterrand n'allait pas vous répondre? Oui, mais il m'a répondu. Le 11 novembre 1994, M. Da Silva écrit Monsieur le Président de la République, Palais de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e. Objet demande de soutien pour accéder auprès d'un responsable politique. Donc vous souhaitez que le Président de la République diligente quelqu'un voilà, parce que pour moi... missionne quelqu'un pour vous rencontrer en fait. Voilà, parce que pour moi la gauche était en danger. Ben, il avait terminé, il avait fait ses 14 ans. Oui, mais... il avait presque fait le choix de Chirac à l'époque. Voilà. Hein, vous savez comment ça marche. C'est une monarchie républicaine. Je m'en vais, j'ai choisi qui je veux et pas forcément quelqu'un de mon bord. Voilà. Mais comme à l'époque, c'est la gauche qui me donnait l'impression d'être plus proche déjà d'origine étrangère. C'est pour cela que je me battais pour que la gauche se maintienne au pouvoir. Même après le départ de François Mitterrand, qu'il y ait un nouveau président de gauche. Alors, je veux tout de suite vous dire, pour que les choses soient claires, je suis du centre droit. Et comme le centre ne marche pas en France, je suis de droite. J'ai été élu interne au sein de l'UMP, ici dans les Hauts-de-Seine. Vous comprenez? J'ai du mal à comprendre pourquoi les Français issus de l'immigration, comme vous et moi, pensent que leur bonheur se trouve à gauche. J'ai du mal à comprendre. Oui, mais ça c'est à 94. C'est ce que j'ai pensé. Vous avez évolué entre-temps. C'est ce que j'ai pensé à l'époque. Donc, je parle bien. Oui, elle est parfaite. J'ai compris. Vous avez aussi compris, j'espère, à la maison. Et la suite, c'était quoi? Il m'a répondu. Ah, c'est le président de la République qui vous répond? Oui, ça c'est le dire. Il m'a répondu, sauf qu'il n'a pas satisfait ma démarche. Dans la lettre signée Gaëtan Gors, chargé de mission à la présidence de la République française. Déjà, je trouve cela un peu insultant quand on vous parle en commençant par madame. C'est monsieur qui avait écrit. Donc, là, comme le prénom c'est Maïmouna, donc ils ont confondu avec Maïmouna. Je vois bien ici monsieur Da Silva. Oui. MR, c'est pas ME. Donc, voilà. Je trouve ça un peu. Bon. De toute façon, oui, la réponse est là de la présidence de la République. Et vos prédictions se sont bien révélées plus tard. Voilà. Et donc, tout ça, c'est-à-dire que je vais jusqu'à la fin de la mort de la gauche. Et il n'y a toujours pas de réponse favorable. J'ai encore écrit au premier secrétaire en 1995. Qui était Lionel Jospin, je croit? Non, c'était qui? Emmanueli, pardon. Oui. Jospin arrive après lui ou avant lui? Je ne sais plus. Non, lui, il n'a jamais été premier secrétaire. C'est 95, je ne suis pas en France, hein, donc je ne connais pas. Non, il n'était pas encore, donc, parce qu'il était ministre après. Voilà. Et dans cette lettre, je disais que la gauche n'aurait jamais d'idée. Donc, vous pouvez lire ça ici. Donc, là, je donne dans ces coups de gueule parce que la gauche est à bas de la forme et fait pas souvent des gens qui disent avoir des idées. Je dis que s'il n'a pas d'idées maintenant, elle ne les aura jamais. Donc, vous pouvez lire ce qui est écrit. Si jusqu'ici, on n'a toujours pas de discours crédibles. En 95.
je ne vois pas quand est-ce qu'on l'aura. Voilà, grosso modo, ce que vous dites sur cette page. Voilà, vous dites que si actuellement on n'a pas d'idée, donc on ne les aura jamais, parce qu'avoir des idées, c'est inné, et ce n'est pas l'ENA. Donc les idées, ça ne se prend pas à l'école. C'est pas à l'ENA qu'on a des idées, je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle ça se murmure qu'il faut fermer cette école-là, qui reproduit les mêmes. Il y a un moule là-bas pour sortir le même genre d'homme politique. Que j'avais prévu aussi en 2013 que ça devait fermer, c'est ce que vous dites. Voilà. Et que donc il y a la réponse derrière celle-ci, M. Amanuli, qui dit qu'il n'a besoin de personne. Je vais le lire, je vais la lire, la réponse. Parti socialiste, premier secrétaire, Monsieur Maïmona da Silva, oui, votre adresse de l'époque. Monsieur, notre conduite exemplaire lors des primaires vous montre que c'est notre conscience politique qui continue de guider nos pas. Avec notre candidat Lionel Jospin, nous prouverons à la droite divisée et qui ne doit pas gouverner plus longtemps notre pays. Je vous prie de croire, monsieur, à l'expression de mes sentiments meilleurs. Et nous avons vu, quelque temps après, comment le parti... Ça s'est passé, donc voilà. Donc aujourd'hui, où est le Parti socialiste? Ça fait 6%. Il est mort. 6%, quelqu'un qui était à 80 combien? 6%, donc le Parti socialiste, aujourd'hui, il est mort. Le Parti communiste a plongé, le Parti socialiste l'a suivi. Donc, il y a quoi maintenant? Il y a les sportifs maintenant, ils sont tous en marche. Donc, voilà. Donc c'est pour dire que on va finir avec ça. On vient de privatiser la Française des Jeux. Tout à fait. Donc toujours en 95, j'avais dit que ce problème de chômage et surtout de déficit, donc il y a une erreur qu'on met qui amène jusqu'à ce problème-là. Comme c'est écrit ici, donc la première réflexion, cette crise est le résultat des erreurs commises dans les années antérieures. Passées. Donc, et le pire est que les erreurs en question sont toujours en cours et qu'on les prend pour acte de vertu. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre au pire. Ça veut dire que j'avais dit que la crise allait s'aggraver. En 1994. Mais c'était le 11 novembre 1994. Dans la lettre, ça fait 25 ans. Voilà, la lettre adressée à François Mitterrand. François Mitterrand, voilà. Tout à fait. Et toujours, donc, dans ce genre de choses, j'ai dit qu'on risquait de vendre tous les bijoux de famille, donc tout privatiser, sans pour autant enterrer les déficits en question. Donc là, on vient de vendre la Française des Jeux. On vend tout, hein. Donc voilà, on risque de tout vendre sans résoudre le problème. Pourtant. Alors, je ne lis que des morceaux, hein, chers spectateurs, je ne pourrais pas tout vous lire. Donc c'est derrière, ici. Alors, si l'on ne veut pas qu'un jour on finisse par vendre tous les bijoux de famille, entre parenthèses, tout privatisé, sans pour autant atteindre l'objectif, entre parenthèses, enterrer le déficit, si l'on ne veut pas qu'un jour les Français soient privés de sécu, il est temps de réagir. Donc, voilà, comme donc, ça c'est une réponse, c'est une lettre que j'ai envoyée à plusieurs gens, et c'est le Premier ministre de l'époque qui m'avait répondu. Le Premier ministre, comment il s'appelait? Alain Juppé. Ah, c'est Alain Juppé qui vous fait répondre par Jacques Leroux, chef de service des interventions, le 31 juillet 1995. Monsieur, le Premier ministre a bien reçu la nouvelle lettre que vous lui avez adressée et a pris note de vos observations. Monsieur Alain Juppé aurait bien aimé répondre favorablement à votre demande d'audience. Malheureusement, les contraintes de son emploi du temps ne lui permettront pas d'accéder à votre requête. Je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance. Salutations distinguées. Des lettres types, quoi. Donc voilà, là c'est pour dire que, en tant qu'analyste, je me trompe rarement. Donc, la gauche française, la politique française, ne m'a pas accordé l'importance, n'a pas suivi ce qu'ils voulaient. Où est-ce qu'ils se trouvent? Donc, aujourd'hui, ils sont tous en bas. Comment voyez-vous l'avenir de la France aujourd'hui? La France dans 20 ans, 25 ans, vous la voyez comment?
Non, ça, jusque-là, je ne pourrais pas vraiment dire parce que... 25 ans après vos prédictions, les résultats sont là, tout le monde les voit. Donc, allez, mouillez-vous encore un peu. Ça dépend de ce qui va se passer aujourd'hui et demain. C'est ce qui va déterminer qu'est-ce que sera la France dans 25 ans. Ça, ce n'est pas des prédictions, mais c'est des analyses. Je dis que compte tenu de ça, voilà ce qui risque d'arriver. Et tout est arrivé. Donc, actuellement, si on continue sur la même voie, si rien ne change, ben ça ferait que ça s'aggrave. Alors, puisque nous sommes obligés, vous et moi, de parler pour deux. Nous ne pouvons pas parler que de la France, nous devons parler pour les pays africains. Nous sommes brûlés par le soleil, on ne peut pas l'oublier. Et même si on l'oubliait en France, on fait vite de nous le rappeler. Nous savons très bien que la France a des intérêts colossaux en Afrique, au point où aujourd'hui, ça grince les dents. Ça grince les dents de deux côtés. En France, on a peur de perdre ce gâteau, pendant que les jeunes Africains disent « Niet, nous voulons plus voir ce genre. La France-Afrique, ça doit terminer. Le franc CFA, ça doit s'arrêter. » J'avais écrit un livre. Vous voulez bien me le donner? Il y a un livre là. Ils ont vendu mon frère. Voilà, vous le prenez. Dans ce livre que j'ai coécrit avec mon ami Yannick Nambo en 2018, je faisais déjà des propositions aux autorités françaises en leur disant il est temps de changer la façon de traiter Mamadou. Mamadou, c'est un nom que vous avez encore utilisé vous aussi. Donc, car si Mamadou ne savait pas écrire son nom hier, aujourd'hui il est major de sa promotion dans les grandes écoles françaises. Le 20 septembre 2017, donc quelques mois avant moi, la Fondation Montaigne, qui est quand même une ONG qui a pignon sur rue en France, avait publié une tribune envoyée à l'Élysée, dans lequel le titre était « Est-ce que la France sera capable d'appuyer sur Restat ?» C'est-à-dire revoir les choses. Dans ce rapport, il est demandé à la France de revoir le soutien qu'elle apporte aux dictateurs africains qui restent éternellement au pouvoir. On demande aux autorités françaises de revoir jusqu'au problème du franc CFA. Rien ne doit être laissé tabou. Il est écrit dans ce rapport-là, qui n'a pas connu large diffusion. Vous comprendrez pourquoi. Vous semblez aujourd'hui pointer aussi des choses qui vont dans ce sens-là. Voilà pourquoi je vais maintenant vous demander les relations entre la France et l'Afrique. Vous, analyste politique, comment vous les voyez dans 20 ans? Donc, je dirais la même chose. Et ce qui va arriver dans 20 ans, je ne peux pas le prévoir parce que je dirais, visionnaire et non-voyant. Ok, le visionnaire pense quoi de cette affaire? Visionnaire, il donne, c'est-à-dire qu'il fait des analyses et il donne ses conclusions. Donc, ce qui va arriver dans 20 ans, ça dépend de ce qui va se passer, de ce qui se passe aujourd'hui et demain. Mais pour ce que je constate actuellement, les relations commencent un peu à se gâter, mais sauf que les dictateurs, ils tiennent toujours, la majorité tient toujours aux colons, c'est le peuple qui s'oppose. Donc, ce qui fait que pour ça, il n'y a pas de grand changement, mais c'est d'ailleurs pour cela que les Kémis et les autres ont eu recours auprès des Russes. Et le problème est de donc il n'y a pas que la France. Si les Russes réussissent leur coup et qu'ils ne se comportent pas comme des sauveurs, donc l'Afrique sera encore plus abîmée que maintenant. Si vous aviez un choix entre le paternalisme français, je parle de la France car c'est elle qui chapeaute 14 pays, au moins la monnaie de 14 pays d'Afrique noire francophone. Ce sera bientôt peut-être un peu moins, mais bon, on parle de la France, nous sommes en France, vous et moi sommes certainement français ou vous apatrides. Si vous avez le choix entre le paternalisme français et le paternalisme russe, sans langue de bois, vous choisirez lequel? Pour moi, je répète ce que j'ai dit dans le discours, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Donc, je
Donc, non, je ne s'agis de personne. Il faut bien mourir. Quitte à mourir, il faut mourir de quelque chose. Mourir en me battant moi-même. Donc pour moi, donc, le Messie de l'Afrique, c'est l'Afrique. Et l'Afrique est l'Africain lui-même. Ben, c'est le beau discours, tout ça. Oui, justement. Une chose que je n'ai pas fini, pourquoi j'ai sorti ça. Oui, dites-le. Comme j'ai dit que ça, c'est pour dire que je me trompe rarement dans mes analyses. Et donc, les politiciens français n'ont pas voulu me suivre. Aujourd'hui, on voit où est-ce qu'on en est, que ce soit pour les partis, que ce soit pour l'économie du pays. Donc, maintenant, on est à l'époque des Gilets jaunes, justement parce qu'ils n'ont rien fait. Alors, ça serait dommage que l'Afrique se passe d'un analyste qui posait sa propriété. Donc, un analyste qui a, comme un terme que je veux dire, aussi fin que je suis, je ne vais pas le cacher, sachant que Gérard Mator, donc, j'aimerais comment que l'Afrique, que ceux qui sont en tête de ces démarches tiennent compte de mon avis. En tout cas, moi, j'aimerais les rencontrer. Pour que je puisse donner mon avis. Il veut dire que, parce que des propositions, j'en ai. Et Kémy Séba a dit, lui, il dit qu'actuellement, avec les Russes, ça se passe bien. Donc c'est pour cela qu'il leur fait confiance. Actuellement? Oui, non, parce que lui, il travaille avec eux. Il a dit actuellement? Oui, oui. Donc, non, il a dit pendant le sommet que le boulot qu'ils font ensemble, donc, ils sont tout petits, mais ils sont respectés par les Russes. Mais je veux dire que mais c'est normal. Pendant les fiançailles, l'homme est traité comme un roi. C'est après le mariage qu'on voit le vrai visage de la femme. Est-ce que Kémy Séba, ce grand acteur, est-ce qu'il n'est pas en train de se mettre la corde au cou? Donc, comment je peux dire, j'aimerais le rencontrer pour qu'on discute et que je donne quand j'insiste qu'il y a peut-être Mamadou quelque part. Donc, c'est pas pour rien. Donc, je répète la preuve. Ce genre d'analyse, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce monde qui a fait autant d'analyses qui sont exactes. Et nous deux, oui. Sur ce que j'ai lu chez les téléspectateurs, il avait prédit ce que nous vivons aujourd'hui en France. Et il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, je ne vais pas détailler pour l'instant. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a bel et bien, il peut y avoir bel et bien avoir quelqu'un, quelque part. Donc, je dis que moi, j'en fais partie. Il n'y a pas que moi. Bien sûr que non. Parce que j'en connais d'autres aussi. Alors, pour vous consoler, si cela peut vous consoler, est-ce que vous étiez du Parti Socialiste à l'époque où vous écriviez ces gens? Vous étiez du parti ou pas? Non, je n'étais pas du parti. Alors, je vais vous dire qu'au sein du Parti Socialiste à l'époque, il y avait des têtes fortes comme Bernard Braga, qui est mon ami et mon autre chroniqueur politique. Bernard Braga fut la voix interprète de Nelson Mandela quand il vint en France après sa sortie de prison. Vous voyez, Bernard Braga était conseiller technique de Max Gallo à l'époque où François Hollande était directeur de cabinet. Vous voyez, Bernard Braga est l'homme qui a combattu Jacques Médecin dans la mafia du Var. Est-ce que vous voyez la tête de l'homme? Si je vous dis qu'il n'a pas été écouté au Parti Socialiste, il a écrit un livre intitulé « Le général de gauche ». Chers téléspectateurs, Amazon, Le général de gauche. Lisez-le, Jospin qui le connaissait très bien. C'est Jospin qui lui a demandé de placer Manuel Valls à Évry. Je le dis face caméra. Et c'est Bernard qui place Manuel Valls à Évry. Même lui, qui avait ce bagage-là, n'a pas été coté au Parti Socialiste ces années-là. Comment vouliez-vous que vous l'obteniez qu'on vous écoute? C'est ça aussi, votre gauche. Et c'est ça le problème. Donc, le fait de ne pas écouter les gens qui ont un tel bagage intellectuel, c'est ça qui les a fait couler. Il faut sortir de l'ENA pour être quelquefois écouté. Voilà. Bon, Monsieur Da Silva, je pense que cet entretien a été riche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est très bien. Non, oui, c'est bien. Oui. Très bien. Vouliez-vous ajouter un dernier mot avant qu'on clôture cette émission? Ce que je fais, donc, j'ai fait encore appel aux gens comme des célébrités d'origine africaine
et qui pourrait avoir une influence sur les démarches actuelles. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un parce qu'on peut bien faire des choses. Comme je suis en train de faire appel auprès de Kémy Séba, aussi bien les autres qui ne sont pas dans la politique, mais qui s'intéressent au problème de l'Afrique. Et qui ne veut pas que protéger leur beefsteak, quoi. Vous voulez dire? Voilà. Bon, c'est bien de manger, mais pensez aux autres. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique, j'espère que vous avez aimé ce programme. Si vous voulez revoir M. Da Silva, il suffit de demander, il reviendra. J'espère que son propos vous a plu et vous a édifié. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile en Angola, au Cameroun, en France, en Afrique, en Europe, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. Bye bye. Au revoir, M. Da Silva. Au revoir et merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.